Les marchés boursiers sont au plus haut, la preuve avec le CAC 40, au moment où je vous parle, 8250 points. Et la volatilité, elle, est au plus bas. Combien de temps tout cela peut-il tenir? Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Conseiller économique chez Aurel BGC. Juste un petit mot. Le VIX, qu'on appelle l'indice de la peur, l'indice de volatilité implicite, tel qu'elle est anticipée par les investisseurs. Alors j'ai le chiffre sur le marché américain, on est à 13%, je ne sais pas combien on est. On est descendu tout légèrement en dessous de 13 sur la séance d'hier. Oui. Voilà, et en zone euro, on est... Alors en zone euro, on doit être à peu près dans ce niveau-là, oui. Bon, ça traduit, les deux traduisent la grande confiance des investisseurs. Ah, une très grande même, parce que ça veut dire que le VIX, alors attention, hein, c'est pas forcément la volatilité de l'indice, c'est la volatilité cotée sur les marchés. Ouais. Et donc ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui ne payent pas pour couvrir leur portefeuille. Ouais. C'est aussi un indicateur de prise de risque des investisseurs, quelque part. Le fait que le VIX soit bas, ça veut dire que les investisseurs sont tellement confiants dans l'avenir qu'ils ne protègent pas leur portefeuille. Ils estiment que c'est totalement improbable que la bourse corrige dans les prochains mois. Voilà, et donc 13% historiquement, on donne un peu les bornes. Je crois que le 10, autour de 10 ou en dessous, c'est les plus bas historiques. Puis lors des pics, des crises, crise financière, Covid, on est monté à 80%, c'est ça? Oui, ça peut monter. Voilà, on dit que voilà, déjà quand on dépasse les 40, 40, oui, 50, c'est que ça secoue. Voilà, c'est que c'est un peu... Et en rythme de croisière, on est autour de quoi, 15, 20? On était plutôt autour de, ouais, voilà, on est autour de 17, la moyenne de long terme. En pourcentage. Voilà, en pourcentage. Donc ça, on est vraiment aujourd'hui sur une vraie confiance des investisseurs dans le fait que ça ne peut pas corriger. Voilà. Ça coûte très peu cher aujourd'hui, pour vous donner une idée. Si vous pensez qu'il y a un crack, ça vous coûte quasiment pas d'argent de jouer cette c'est le paradoxe, c'est que ça coûte rien et pour autant, personne ne le fait. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Quand c'est pas cher, c'est que personne n'en veut et donc forcément, ça montre que les gens n'ont pas de perception du risque. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on est quand même sur des indices boursiers au plus haut historique, qu'on est sur une concentration des risques. Aujourd'hui, si vous regardez les indices boursiers, les investisseurs ont mis tous leurs œufs dans quelques valeurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas... Le luxe sur le CAC 40, voilà. Les 7 magnifiques aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que ça veut dire que les investisseurs prennent un risque micro. C'est-à-dire que vous achetez du Nvidia, par exemple, vous prenez un risque Nvidia, mais vous n'avez pas diversifié votre portefeuille. En même temps, dans Nvidia, 250% de hausse en 2023, quasiment 100% de hausse depuis le début de l'année, c'est le pari gagnant. Voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est gagnant sur le passé, maintenant il faut voir sur l'avenir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens sont prêts à prendre un risque Nvidia. Mais en général, ce que font les bons gérants, ils diversifient. C'est-à-dire qu'ils prennent un indice boursier. Vous avez joué par exemple l'ensemble des valeurs du S&P 500, vous avez joué l'ensemble des valeurs du CAC 40. Et on gagne moins. Alors, on peut gagner moins, mais on prend finalement un risque indiciel. Et l'indice reflète plutôt un risque macroéconomique ou un risque global. Là, ça veut dire qu'on a mis tous les œufs sur cette valeur, les 7 magnifiques, ou les granolas en Europe. Enfin, on voit qu'on prend un nombre de valeurs très limité. Granola, il faut rappeler, c'est L'Oréal. Voilà, c'est 11 valeurs. Hein. Donc, il y a Schneider, L'Oréal, SAP, enfin, voilà, la liste de c'est l'équivalent des 7 magnifiques, mais voilà, en zone euro. Voilà. Après, il y a les 7 merveilles aussi, si vous voulez, l'équivalent pour l'Europe aussi. Donc, on peut... Mais vous voyez, surtout, qu'est-ce qu'on retient dans ces noms-là? C'est qu'on concentre le risque sur 11 valeurs ou 7 valeurs. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous avez une déception demain sur Nvidia, vous avez un impact majeur sur le marché, puisque tout le monde a joué ça. Et puis, deuxième chose qu'on regarde aujourd'hui, ce qu'on contacte, c'est qu'il y a des valeurs très chères et des valeurs très peu chères. Donc, il y a un écart vraiment très important de valorisation. C'est celles qui ont beaucoup monté. Voilà, c'est par exemple les 7. Ouais, ce qui veut dire que même si elles déçoivent un tout petit peu, la correction peut être violente. Elles vont sortir des bons résultats, on n'est pas inquiet. Ouais. Mais si le résultat est un petit peu en dessous du consensus, là, il peut y avoir véritablement une correction. Mais à l'inverse, les valeurs qui sont pas chères, très inférieures à la moyenne, et même des fois, certaines sont très inférieures au moment des creux de cycle. Pas cher pour de bonnes raisons. Alors, c'est toute la problématique. C'est-à-dire que si vous regardez celles qui sont pas chères, c'est plutôt des valeurs cycliques. Donc, c'est des valeurs qui sont sensibles à la conjoncture économique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les investisseurs n'ont pas de visibilité économique. Ils ne perçoivent pas, est-ce qu'on va aller vers un ralentissement, est-ce qu'on va aller vers une accélération? Les indicateurs économiques sont toujours encore assez mitigés, même si on a quelques indicateurs qui étaient un petit peu plus positifs ce mois de mars, mais on voit qu'on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité sur quand les banques centrales, ils vont baisser les taux, ça c'est acquis, mais quand ils vont le faire. Et donc, a priori, les traders, côté américain, price avec une probabilité de 70%, une première baisse de taux de la Fed au mois de juin. Oui, mais il y a 15 jours, ils étaient à 90. Hein. Ouais.
Ça bouge quand même pas mal. Alors, c'est vrai que Powell a un peu rassuré la semaine dernière, très clairement. Hein. Mais c'est pas le fait de... Il y aura une première baisse des taux, mais il y a plusieurs éléments. D'une part, c'est quand ils vont le faire. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Et quelle est l'ampleur des baisses. Donc, on manque de visibilité sur ce que vont faire les banques centrales. Et puis surtout, il y a le sentiment que plus ils maintiennent des taux élevés durablement, plus il y a un risque quand même que l'économie soit à un moment donné très affectée. Alors, pourquoi le VIX n'est pas plus élevé une fois qu'on a dit tout ça? Voilà. Pourquoi il n'est pas plus élevé? Parce que finalement... on joue pas l'indice aujourd'hui, on joue ces quelques valeurs qui nous semblent indestructibles. Ouais. Si demain je vous dis, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, est-ce que le taux de chômage va monter, est-ce que tout ça, d'accord, vous allez me dire, oui, il y a des risques économiques. Mais je vous dis, est-ce que demain, vous pensez sérieusement que les gens ne vont plus investir dans les serveurs qui servent à calculer l'intelligence artificielle? Non, pas vous allez me dire, non, il n'y a aucun risque. Donc vous avez le sentiment, quand vous achetez du Nvidia, que vous achetez une lame de fond structurelle. Quitte à la surpayer. Quitte à la surpayer, mais vous savez qu'il y aura très peu d'acteurs qui peuvent concurrencer Nvidia. Vous savez que l'investissement dans ce type d'investissement va être fort. Et donc, vous vous dites finalement, ça résiste à tout. Le luxe, c'est la bonne surprise quand même. Il y a eu un petit moment, un trou d'air sur le luxe récemment. Mais le luxe, finalement, résiste à un ralentissement aux États-Unis, résiste à la consommation en Chine qui n'est pas très dynamique. On ne dira pas ça de Kering. On ne dira pas ça, voilà, faut un peu sélectionner. On va dire, si on prend un LVMH de luxe très bien diversifié, bah, franchement, on est quand même assez étonné de la résilience de l'entreprise. Alors, je ne vous dis pas que tout est rose, que tout est magnifique, mais finalement, on se dit, est-ce que je prends le risque aujourd'hui d'investir sur une valeur cyclique, alors je ne suis pas certain que l'économie européenne va reprendre, ou est-ce que je vais sur ces valeurs qui me paraissent être des valeurs des poids lourds, qui gèrent très bien le cycle économique, qui maintiennent leur marge, et donc finalement j'ai plus de visibilité. Par contre, ça veut dire, et c'est là où je mets quand même un petit bémol, ça veut dire que quand même les investisseurs ne sont pas très à l'aise. Parce qu'ils sont en train de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ouais. Et ils prennent sur quelques valeurs. D'où ma question, et c'est ça mon sujet aujourd'hui, et je voulais qu'on en parle ensemble, c'est de se dire, tiens, puisque aujourd'hui, on est dans un contexte de marché où les obligations et les actions finalement sont très très corrélées, comment est-ce qu'on fait pour trouver de la vraie et de la bonne diversification dans le cadre d'un portefeuille boursier? Qu'est-ce qu'on fait entre les 7 magnifiques, entre les valeurs très décotées? Est-ce qu'on va sur de l'obligation? Est-ce qu'on va vers du private equity? Est-ce qu'on va vers de l'or? Est-ce qu'on achète de la volatilité? Puisque, alors c'est complexe à faire, mais c'est possible de le faire parce qu'elle a un niveau qui est bas. Qu'en fait pour bien diversifier, avoir un portefeuille bien décorrélé, enfin en tout cas avec des actifs qui sont bien décorrélés les uns des autres? Alors, première chose, ça paraît évident, mais il faut quand même avoir une poche de monétaire aujourd'hui pour un investisseur, puisque aujourd'hui le monétaire rapporte. Tant que les banques centrales ne baissent pas leurs taux, ça rapporte quand même un rendement. Et puis il y a des inflations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le recul de l'inflation, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a encore un an, puisque là on était sur des taux réels négatifs. Ouais. Là, ça devient. Donc il y a forcément, je dirais, une petite partie où il ne faut pas prendre de risques. Après, moi, je pense qu'il faut commencer à diversifier. Il faut arrêter de jouer toujours les mêmes valeurs. Certes, elles ont beaucoup monté, mais vous êtes aujourd'hui, clairement, il va falloir commencer à un peu diversifier parce que je pense qu'il y aura un élément qui va jouer énormément dans le comportement des marchés. C'est le jour où les banques centrales vont commencer à baisser les taux. Le jour où ils vont commencer à baisser les taux, ils vont déjà nous donner de la visibilité sur l'économie. Le gros problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas vous dire que l'économie américaine, j'y crois pas, mais que l'économie américaine ne peut pas tomber en récession. Pourquoi ? Parce que votre risque aujourd'hui, c'est que Powell, justement, il baisse les taux trop tard, qu'il maintienne une politique monétaire trop restrictive. Et donc, ça veut dire qu'à terme, ça pèse tellement sur l'économie, ou en Europe, que la BCE, à terme, va véritablement faire dégrader l'économie. Et à ce moment-là, je vais avoir une récession. Donc, les investisseurs, ils sont pas rassurés tant que les banques centrales commencent pas à nous dire « je commence à assouplir ma politique monétaire, je commence à éloigner le risque de récession puisque je ne vais pas frapper trop fort sur l'économie. » Et donc, quel impact ? Et donc ça, à partir du moment où je serai certain que l'économie repart, je vais rediversifier sur des valeurs qui sont aujourd'hui pas chères, des cycliques, des valeurs qui vont profiter d'un retour du cycle. J'aurai le choix entre des valeurs qui me paraissent sûres mais qui sont surachetées ou des valeurs qui ont été complètement délaissées et qui pourraient profiter d'une amélioration conjoncturelle. Ça, c'est sur la classe d'actifs actions. Et voilà, sur la classe active. Là, comment on diversifie au sein de la classe action, voilà, après, entre les classes d'actifs. Voilà, juste pour dire, les actions, ne commet pas il ne faut pas commettre l'erreur aujourd'hui de tout concentrer sur les seules valeurs qui ont bien performé. Après, est-ce qu'on prend du risque, par exemple, Bitcoin ? Alors c'est vrai que Bitcoin, encore une fois, volatilité. Alors, le problème du Bitcoin, moi je suis un peu plus prudent parce que le problème du Bitcoin, c'est très spéculatif et c'est très lié à une logique de flux. Il n'y a pas de fondamentaux dans le Bitcoin. Donc moi, à part si vous aimez beaucoup le risque, c'est pas vraiment une logique dans laquelle je peux m'inscrire puisque finalement c'est purement spéculatif. Par contre, l'or, c'est plus intéressant, l'or, parce que l'or, on s'aperçoit qu'il est devenu totalement décorrélé des taux longs.
Ouais. Alors, ce qui n'était pas vrai avant, hein, 90% de corrélation entre les taux d'intérêt américains et l'or. Pourquoi? Quand les taux d'intérêt montaient, l'or baissait et inversement, puisque l'or ne rapporte rien en tant que tel. Et on s'aperçoit que depuis quelques mois, il y a une vraie décorrélation et l'or monte en ligne droite. Alors, plusieurs explications. Première explication, c'est qu'il y a quand même un certain appétit des Chinois qui semblent vouloir mettre une partie de leur épargne en or. Ils ont été lessivés par l'immobilier, lessivés par la bourse chinoise, et maintenant ils ne savent plus où placer leur argent. Et donc l'or semble avoir pas mal de source de diversification. Et puis on a les banques centrales, notamment chinoises et d'autres banques centrales internationales qui achètent de l'or. Donc l'or, attention, voilà, faut pas acheter l'or dans l'idée l'inflation va revenir, c'est un peu une vieille thématique, mais plutôt dans acheter l'or, je pense que dans un esprit plutôt de diversification, et puis parce qu'il y a des flux véritablement qui vont là et qui passent sur la logique classique qu'on avait précédemment. Quoi d'autre pour diversifier Alors après, le crédit reste toujours alors le crédit, c'est les obligations crédit des entreprises. Hein. Vous ne pouvez pas acheter directement votre obligation Schneider ou votre obligation LVMH, mais vous passez par des fonds. Mais je pense que le crédit reste assez solide. Et assez décorrélé, encore une fois. Alors, assez décorrélé. Marché action. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même des grandes entreprises qui, quand même, ont prouvé qu'elles pouvaient maintenir leurs marges, même dans des situations de forte volatilité de l'économie. On l'a vu avec le Covid et tout ça. On avait quand même des grandes entreprises qui ont assez bien géré, alors aidées par l'État quand même, je ne dis pas le contraire, mais on voit qu'il y a quand même un risque de défaut aujourd'hui des grandes entreprises qui est relativement faible. Et finalement, le crédit reste toujours une poche toujours très intéressante, très attrayante. Mais encore une fois, vous le faites par des fonds. Hein. Vous ne pouvez pas directement investir dans les obligations crédit parce que le nominal est élevé. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, conseiller économique chez Aurel BGC. Merci.